Une autre particularité très importante, c'est que souvent la violence, on parle de violence secrète, c'est que l'enfant peut développer des comportements très violents à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur, il fonctionne bien généralement. Et donc quand il est en dehors de la maison, au parc avec les copains et que vous êtes avec les copains, les parents de vos copains, de vos enfants, des copains de vos enfants, quand ils sont à l'école, quand ils sont invités chez des amis ou chez les grands-parents pour un week-end, et ben ça se passe bien. D'accord? Pourtant, à la maison, hein, c'est ce que je viens de vous décrire, ce sont des enfants qui sont en grande difficulté pour gérer leurs émotions et qui font des crises émotionnelles très intenses et impactantes et avec, petit à petit, des comportements violents. La conséquence de ça, hein, c'est que les parents, quand ils parlent des comportements violents de leur enfant, eh ben souvent, le plus souvent, les parents ne sont pas crus. «Bah, c'est pas possible, tu exagères. On voit bien il a un tempérament, il est énergique ton enfant, mais voilà, il faut pas le brider trop non plus, il est quand même, ce que tu décris, ça semble vraiment exagéré». Ou alors, bah, les parents sont culpabilisés. Bah, c'est écoute, moi j'ai passé un week-end avec lui, hein, c'est voilà la grand-mère, hein, avec le super programme, avec la grand-mère, où on joue, on fait des gâteaux et on fait du vélo. Écoute, bah, probablement que c'est votre relation à tous les 2 qui va pas. Tu dois pas t'y prendre, comme il faut. Peut-être que tu es trop sévère, pas assez sévère, enfin, voilà. Donc c'est très, déstabilisant pour les parents déjà, parce qu'au quotidien, à la maison, c'est infernal et puis à l'extérieur, on ne les comprend pas. Donc, pour ceux qui ont commencé à oser en parler, à demander de l'aide, et ben, vite, ils sont stoppés dans cette demande d'aide parce que, bah, ils récoltent de l'incompréhension. Alors, c'est pas que l'enfant est si manipulateur que ça, hein, c'est surtout que l'enfant, je vous répète, hein, les difficultés vraiment communes à tous ces enfants qui développent des comportements tyranniques, c'est la difficulté à réguler les émotions. Et comme ils sont bien élevés, hein, c'est pas un problème de carence éducative, ils savent les comportements adaptés dans les différentes situations. Ils sont même souvent très soucieux du jugement social qui est porté sur leur comportement. Donc à l'extérieur, eh ben, ils appliquent tous les principes éducatifs enseignés par leurs parents. Mais ça leur demande beaucoup d'efforts. Donc ils prennent sur eux, ils prennent sur eux. Et quand ils rentrent à la maison, ils ont fait des efforts toute la journée à l'école, à l'étude, au judo ensuite. Quand ils arrivent, ils sont épuisés. Toutes ces émotions qui bouillaient en eux, qu'ils ont retenues parce qu'ils sont très sensibles au jugement social, eh ben, ils n'en peuvent plus. C'est ce qu'on appelle l'effet cocotte minute et ça explose. Et donc les parents récupèrent, ben, voilà, une cocotte minute qui explose et c'est pour ça que souvent, ben, il y a pas de comportement, inadapté, violent à l'extérieur et qu'il y en a, seulement dans l'intimité de la famille. Donc ça, c'est vraiment important pour l'entourage, des parents qui sont confrontés à des comportements tyranniques, d'entendre vraiment cette particularité. L La conséquence aussi, hein, là je parle maintenant pour les professionnels que les parents consultent, hein, justement, hein, pour, obtenir de l'aide pour leur enfant et pour eux-mêmes. Donc je répète, ce sont des parents qui consultent beaucoup, hein, qui sont pas du tout démissionnaires, qui ont bien conscience que les réactions émotionnelles de leur enfant sont excessives, hors de proportion et donc ils consultent souvent des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres, hein, des neuropédiatres, voilà et ils font bien. Seulement, ben, voilà, ces professionnels-là, s'ils ne sont pas sensibilisés, sur la réalité des comportements tyranniques, eh ben, on peut comprendre qu'ils soient très déstabilisés en consultation parce qu'ils voient un enfant qui se comporte de façon tout à fait adaptée pendant la consultation et puis, ben, souvent ces professionnels vont demander aux parents de faire remplir à l'école, par les professeurs des questionnaires sur le comportement de l'enfant et puis là, bah, l'école ne rapporte aucun problème majeur de comportement. Donc ils voient un enfant tout à fait adapté, poli en consultation, des professeurs qui remarquent rien de particulier, surtout à l'école primaire souvent et puis le contraste est saisissant avec les informations que fournissent les parents. Hein, quand ils décrivent tous les comportements violents, de l'enfant au sein de la famille, vraiment dans l'intimité familiale. Quand il y a pas de témoin, bah, l'enfant fait moins d'efforts pour gérer ses émotions ou ne peut plus faire d'efforts parce qu'il en a fait toute la journée, il s'est contenu et donc mais dès qu'il y a un témoin qui rentre dans la maison, hein, donc c'est pas seulement la maison, mais dès que vous avez un voisin qui arrive parce qu'il voilà, il a besoin d'un service ou parce qu'il a entendu un peu trop de bruit, il vient voir ce qui se passe
l'enfant reprend sur lui. Alors ça lui coûte, il fait beaucoup d'efforts, mais c'est très déstabilisant pour les parents, on l'a vu, mais pour les professionnels aussi, qui sont consultés par les parents. L'enfant a un comportement tyrannique, voilà, je le remets, comme il est très soucieux du jugement social qui est porté sur lui, il fait beaucoup d'efforts pendant la consultation pour donner une bonne image de lui, d'accord? Et il y a des enfants qui alors la plupart de ces enfants qui ont développé des comportements, ils n'ont pas conscience de l'intensité de leur difficulté, on va dire, à gérer des émotions. Ils ont une conscience très partielle que oui, la colère, la frustration ou la peur, l'anxiété, pour eux, c'est pas facile, mais ils ont une conscience souvent très, très partielle de l'intensité, de la réalité de leurs difficultés. Et donc, souvent, ils sont vraiment pas motivés pour aller en consultation. Donc souvent, bah, ils se font monnayer, hein, leur présence à la consultation. Hein, donc c'est: «OK, je vais à ta consulte, mais hein, je joue, à FIFA ou à Fortnite, après sans limite, OK?» Voilà, donc ça se voit pas non plus, hein, par le professionnel. On parle de thérapie achetée. Ou alors, «OK, mais alors après, j'ai la chaussure, les chaussures de marque que je t'ai demandé, voilà, donc on va à ta consulte». Alors c'est, ta consulte de parents, hein, mais après, je veux ma récompense. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que, c'est un cercle vicieux, hein, les comportements tyranniques, ils n'arrivent pas comme ça brutalement, c'est un cercle vicieux, progressif, insidieux, hein. Donc au début, bah, ça reste au début, c'est difficile, il y a des crises de colère, où l'enfant est très anxieux, il a besoin d'être accompagné, les parents l'aident, s'adaptent. Donc on reste encore dans un fonctionnement, familial, adapté, puis petit à petit, et ben, ça devient de plus en plus difficile et c'est vrai que quand les parents épuisés consultent, c'est ça aussi qui peut surprendre les professionnels, ben, les parents leur décrivent une situation complètement chaotique, alarmante dans la famille. Ils se disent: «Mais c'est pas possible, comment on a pu en arriver là?» Bah, ça s'est fait sur des mois et des années, très progressivement et ça commence souvent très tôt dès la petite enfance parce que, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des enfants qui ont des particularités, hein, qui ont des troubles et des difficultés à gérer les émotions. Donc c'est une origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les troubles, les difficultés, les particularités de l'enfant et puis il y a d'autres facteurs de risque, hein, qui concernent plus toute la famille. Mais comme c'est multifactoriel et c'est un cercle vicieux, c'est plein de facteurs de risque qui interagissent entre eux, qui se potentialisent malheureusement et on aboutit à un cercle vicieux infernal. Donc aucun trouble à lui seul n'est responsable, d'un comportement de l'émergence des comportements, tyranniques, ni aucun facteur de risque pris isolément. Alors, les troubles présentés par l'enfant, c'est ce que je vous disais en introduction, voilà, c'est des enfants qui présentent une difficulté à réguler les émotions et donc ils ont une hyperréactivité, aux événements avec des réactions disproportionnées, pardon, intenses, durables. Ça concerne toutes les émotions, mais souvent, hein, le problème, c'est la colère, la frustration et aussi l'anxiété. Hein, les attaques de panique avant de sortir: «Non, non, je peux pas aller au lycée, je peux pas aller au lycée, là, il faut vraiment que tu m'accompagnes, non, je peux pas prendre le bus», voilà et là, on est coincé. Mais c'est des enfants, dans la dysrégulation des émotions, c'est des enfants, pourtant, qui reçoivent de l'aide de leurs parents, qui essayent de les aider, de les rassurer, de les encourager et c'est des enfants, justement, qui peinent à acquérir ces compétences-là de régulation des émotions. Hein, donc les parents font tout pour les aider, les encourager, les faire progresser, mais ces enfants, du fait de cette dysrégulation des émotions, bah, n'arrivent pas à acquérir ces compétences que les autres enfants de la fratrie, eux, arrivent à acquérir. Alors, cette dysrégulation des émotions, c'est vraiment ce qu'on appelle une dimension transnosographique. Ça veut dire que c'est une difficulté qu'on retrouve dans beaucoup de troubles, que peuvent présenter les enfants. Alors, là, c'est une liste non exhaustive, mais je vous ai mis la plupart des troubles que présentent, les enfants qui ont développé des comportements tyranniques. Donc, le TDAH, c'est un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors, le point important, c'est que tous les enfants avec TDAH ne développent pas des comportements tyranniques, heureusement. Ce sont les enfants qui ont un trouble déficit de l'attention avec un déficit de contrôle de l'impulsivité, hein, donc et quand ils ont un déficit de contrôle de l'impulsivité, ils ont souvent cette dysrégulation des émotions. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à gérer la frustration, les délais et ça les met dans des états de colère et de frustration tellement intenses que, ben, ça dérape.
Le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation, alors ça peut être une complication justement déjà, du précédent trouble du TDAH. Donc pour les enfants qui ont un TDAH avec déficit de contrôle de l'impulsivité et dysrégulation des émotions, et ben, comme ils supportent mal la frustration et que dans la vie quotidienne, il y a plein de frustrations, il faut s'arrêter de jouer pour aller prendre sa douche, il faut venir manger à table et arrêter d'être sur le téléphone, il faut faire les devoirs, enfin toutes ces frustrations quotidiennes naturelles de la vie font que, bah, à chaque fois, eux, ils sont dans un état de frustration intense et ils vont chercher à éviter cet état-là en refusant. Donc le trouble oppositionnel avec provocation, c'est des enfants qui, sont facilement irritables, susceptibles, qui contestent souvent ce que disent les adultes, hein. Ils argumentent, ils contredisent, ils contre-argumentent, ils négocient, enfin ou alors ils refusent d'effectuer les consignes demandées par leurs parents ou ils refusent de suivre les règles de la maison. Ça peut être les règles aussi à l'extérieur, de l'école. C'est des enfants qui ont tendance aussi à titiller, taquiner, l'entourage, à venir toujours chercher et qui, souvent n'assument pas la responsabilité de leur comportement, hein. Quand le parent reprend l'enfant, parce qu'il est encore impliqué dans un conflit avec un frère ou une sœur, c'est jamais de sa faute. C'est toujours le frère ou la sœur qui a commencé, qui lui a pris hier ci, puis qui a dit ça tout à l'heure et cetera. Donc, je vous dis, c'est des enfants qui ont pas une bonne conscience, enfin, de leurs difficultés. Le trouble disruptif avec dysrégulation des émotions, là, c'est encore autre chose, hein. C'est un diagnostic qu'on peut porter chez des jeunes entre 6 ans et 18 ans. Et ben, c'est des jeunes qui sont presque tout le temps, presque tous les jours, presque toute la journée, d'humeur irritable, colérique et qui font des crises de colère très intenses, au moins 3 fois par semaine. Avec, vraiment on parle de fureur verbale, c'est-à-dire qu'ils se mettent à hurler, à insulter. Ils peuvent avoir aussi des comportements physiques violents et ça leur arrive au moins 3 fois par semaine et à chaque fois, l'intensité de ces crises de colère, est vraiment disproportionnée par rapport au facteur qui a déclenché ça, hein, cette crise de colère. Les troubles anxieux, alors on en parlait tout à l'heure, le trouble obsessionnel compulsif, les enfants qui présentent une anxiété de séparation, hein, qui ont peur de se séparer de leur figure d'attachement. Ça peut être des enfants qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls, qui ont peur dès que leurs parents quittent le domicile, qui ont peur que leurs parents meurent, ne reviennent jamais, qui ont du mal à s'endormir seuls le soir, la nuit, parce qu'ils ont peur et qu'ils ont besoin qu'un parent reste à leur côté. Voilà. L'anxiété sociale, c'est plus que de la timidité, hein, on peut tous être plus ou moins timides. L'anxiété sociale, c'est, bloquant, invalidant. Moi, je vais vous donner exemple parce que c'est un lycéen, voilà, dont je vois les parents, pardon, au cabinet actuellement. Ce lycéen qui a 15 ans et demi et ben, il peut pas aller à la cantine, il peut pas prendre le bus, le métro, parce que, il peut pas se retrouver tout seul. S'il est face à un camarade de sa classe, il sait pas quoi dire, comment aborder. Il vient de déménager et d'arriver sur Paris. Ça fonctionnait plutôt à peu près, auparavant et puis là, il prend le lycée en cours de route et ça fonctionne plus. Les troubles de l'humeur, qui peuvent, débuter, tôt dans l'enfance. Le trouble du spectre de l'autisme, là aussi, hein, les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, ils ont une grande difficulté, hein, la plupart à réguler aussi leurs émotions, puis souvent une rigidité qui fait qu'ils n'aiment pas l'imprévu. Il faut que tout soit, voilà, ils n'aiment pas qu'on change une routine qui était prévue et ils peuvent être vite, déstabilisés et violents. En cas forte activation émotionnelle et puis bien sûr, dans le sens large, toutes les addictions aux écrans, hein, qui ont toujours existé, hein, même avant la pandémie. Mais effectivement, pendant la pandémie, ça a été très compliqué pour les parents à la maison de gérer leur travail, les enfants à l'école et de rester dans un petit appartement donc mais c'était déjà présent, hein, cette problématique. Les facteurs de risque. Donc là, on a vu tous les troubles qui peuvent, parce qu'il y a dans ce trouble une dysrégulation des émotions, amener l'enfant à développer des comportements tyranniques. Là, on voit les facteurs de risque qui sont plus liés à l'ensemble de la famille. Alors, liés à l'enfant, outre les troubles qu'on vient de voir, un enfant qui a une maladie chronique ou qui a été soigné pour une maladie grave, là, je pense à une famille dont la fille, qui doit avoir 5 ans environ maintenant, en fait, elle est née avec une très grave malformation ici de la bouche et du palais
et donc elle pouvait pas se nourrir normalement. Elle a eu, je sais plus, une vingtaine d'interventions chirurgicales dans les 2 premières années de sa vie, à l'hôpital Necker, et donc les parents longtemps ont été, comme ils le disent eux-mêmes, c'est très bien formulé, des parents infirmiers. Et il fallait s'occuper d'une enfant, voilà, qui avait des troubles sévères, qui pouvait pas s'alimenter normalement, et maintenant que cet enfant, maintenant, va bien, alors il a fallu faire aussi beaucoup de rééducation orthophonique, pour apprendre à parler, même avec, un palais qui était pas encore tout à fait, réparé, hein, quand elle a commencé, à parler. Heu et ben, maintenant, comme ils disent, on doit devenir des parents éducateurs et on a du mal à faire la transition. Voilà, et donc cet enfant qui a 5 ans, et ben, elle mène tout le monde par le bout de la baguette, en fait. C'est-à-dire que, ben, c'est difficile. Des enfants adoptés, alors pour plusieurs raisons, hein, là encore c'est multifactoriel. Heu, Statistiquement, on sait que les enfants qui sont confiés à l'adoption sont souvent les enfants de mères en situation, souvent, difficile ou précaire, donc exposés, à de la précarité sociale, psychologique, médicale, qui a peut-être, hein, consommé, de l'alcool ou d'autres drogues pendant la grossesse. Probablement une maman aussi, grossesse indésirée, heu, qui a elle aussi une difficulté à gérer l'impulsivité, et on sait que tous les troubles qu'on a vus, je vous ai montré tout à l'heure, sont des troubles à forte prédisposition génétique également. Hein, donc ces enfants qui sont confiés à l'adoption, donc déjà ils ont leur héritage génétique, et l'exposition peut-être pendant la grossesse in utero à des toxiques, et puis après, beh, ils ont un parcours, d'enfants, confiés à l'adoption, et ils arrivent dans une famille où il y a depuis très longtemps un très fort désir d'enfant, que l'on comprend bien. Hein, et donc, il peut y avoir aussi des conséquences psychologiques de ce temps entre le moment où l'enfant est confié à l'adoption et quand l'enfant arrive dans sa famille, adoptive, et donc tout ça, ça fait plein de facteurs qui font que, parfois les enfants adoptés, sont plus difficiles à faire grandir, et s'épanouir. Un enfant unique aussi, des grossesses tardives, alors c'est plus, aussi, lié aux parents, hein, c'est quand c'est des grossesses hyper investies parce que, bah, voilà, les parents ont passé 4 ans, 5 ans en PMA pour avoir enfin un enfant. C'est une grossesse hyper précieuse, un enfant hyper précieux, et ça peut être très difficile, hein, de retrouver un équilibre, face à cet enfant. Des enfants très investis, alors je remets, hein, tous les parents, hein, qui consultent parce qu'ils font face à des comportements tyranniques, ne sont ni laxistes ni permissifs, et au contraire, hein, les études préliminaires ont montré, elles sont encore en cours, que vraiment ce sont souvent des parents très impliqués, dans l'éducation, les soins, l'épanouissement de leurs enfants. Voilà, les facteurs de risque qui sont plus liés aux parents, un âge parental élevé, hein, une grossesse qui arrive tardivement, hyper précieuse, puis on est plus fatigué, hein, c'est sûr, quand on est dans la cinquantaine que dans la vingtaine, forcément. On est plus mature aussi, mais bon. Et puis un problème médical que peut présenter le parent, si le parent aussi a une maladie chronique sévère, impactante, un handicap, ça peut aussi fragiliser le parent pour gérer un enfant, bah, voilà, qui a un défi, hein, pour l'élever. Alors le burn-out parental, je l'ai mis aussi entre parenthèses parce qu'élever un enfant qui a des troubles de régulation des émotions, qui développe ensuite des comportements tyranniques, qui sème le chaos et la violence dans la famille, c'est épuisant et c'est vraiment une machine à burn-out. Je parle des troubles de l'enfant, hein, non pas de l'enfant, hein, mais les troubles de l'enfant, la dysrégulation des émotions, les comportements tyranniques, consécutifs, c'est une machine à burn-out pour les parents. D'accord, et donc plus les parents, qui font face à des comportements tyranniques, consultent en vain des professionnels qui ne comprennent pas la problématique, et on peut le comprendre, plus ils s'épuisent et plus ils sont à risque, bah, d'être, ou déprimés ou épuisés, et du coup, c'est un facteur de risque supplémentaire pour que les comportements tyranniques continuent, s'aggravent, perdurent, et donc là, le cercle vicieux, vous voyez, c'est vraiment multifactoriel.